Bienvenue à cette table ronde située dans une salle perdue au fin fond du Grand Palais. Bravo pour avoir trouvé le bon endroit, merci. Et donc on va parler de mesures d'efficacité des SOC Next-Gen. Et donc pour ça nous avons 4 personnes spécialistes de la question qui vont pouvoir aussi répondre à vos questions à la fin. Je vous laisse vous présenter. Alors, on fait dans l'ordre. Oui, normalement ça marche. Ouais, merci à toi. Jean-Nicolas Piotrowski, je suis le président fondateur d'iTrust. On est éditeur de solutions en cybersécurité SOC et on propose le SOC managé par nos équipes. Bonjour à tous, Pierre Eurofast, je m'occupe du CERT Michelin et on a un SOC depuis 2014. Mathieu Anost, moi je suis Security Manager chez Decathlon. Et Philippe Monod, je suis responsable de la ligne de produits des services de cybersécurité, donc incluant le conseil et les SOC chez Thales au niveau international. Voilà. Et donc Stéphane Darget, moi je m'occupe du magazine Cyberrun, qui est donc un média reposant sur une communauté d'acteurs de la cyber. Voilà, pour faire simple. On va peut-être déjà essayer de définir un tout petit peu ce qu'est un SOC Next-Gen pour essayer de voir s'il y a une différence en fait entre la mesure de l'efficacité d'un SOC Next-Gen ou un SOC normal. Déjà, ça pourrait être pas mal. Qui est-ce qui se lance en premier? Peut-être Mathieu, parce que donc toi, si j'ai bien compris, tu avais déjà un SOC chez Decathlon et tu as un nouveau SOC. Donc est-ce que c'est un SOC next-gen ou pas? Alors, je me souviens quand on a discuté pour préparer la table ronde, la question c'est qu'est-ce qu'était un SOC next-gen. Nous, en tout cas, on a entrepris la refonte complète de notre SOC, principalement pour intégrer des outils qu'on pourrait appeler peut-être next-gen, c'est-à-dire du XDR, etc. On a également modernisé l'ensemble de l'approche. On a mis en SaaS ce qui pouvait être en SaaS pour libérer les équipes d'une charge d'exploitation et aussi pour travailler au maximum autour de l'automatisation, de l'alerting et de toutes ces choses-là, pour libérer finalement les analystes d'une charge de travail qui jusqu'à présent pouvait être assez manuelle et fastidieuse. Et donc, comment est-ce qu'en quelques mots, sans passer la table ronde à ça, mais en quelques mots, comment est-ce que vous êtes passé de l'un à l'autre? Qu'est-ce que ça, en termes de process, peut-être qu'il y a eu des choses Alors en fait, on s'est fait accompagner d'un partenaire pour couvrir une plage en 24/7, puisque Decathlon a des activités à travers le monde, donc il fallait qu'on couvre les différentes plaques en permanence. Et ensuite, on a construit en parallèle vraiment un SOC. Donc on a reconstruit un SIEM en SaaS, on a intégré le XDR directement dans cette nouvelle architecture et on a retravaillé également la collecte des données, repartir d'une feuille blanche, quelles sont les données qu'on a réellement besoin, quelle est la donnée que chaque outil a besoin pour fonctionner correctement. Et en fait, on a construit vraiment en parallèle. Et donc, à un moment donné, on avait 2 SIEM qui fonctionnaient, donc un en prod et un plutôt en build. Et on a travaillé comme ça pendant quelques mois pour avoir aujourd'hui quelque chose qui est en prod et que nous, on imagine à la pointe en termes d'automatisation, de collecte de data et qui répond réellement à notre besoin actuel. Peut-être Pierre, toi tu veux donner ton opinion de ce qu'est un SOC next-gen ou un SOC pas next-gen, d'ailleurs un previous gen. Non, alors le terme effectivement next-gen m'a fait beaucoup sourire parce que c'est un terme assez marketing. Rappelons-nous que Windows NT, ça voulait dire New Technology, donc voilà. Au-delà des mots, ce qui importe pour nous, c'est vraiment la réactivité, la flexibilité, l'agilité d'un SOC. Un SOC doit se réinventer, c'est pour ça que génération, ça embête un peu parce que ça fait des paliers. Des paliers. Nous, on a vraiment mis le focus sur ça. Alors on a changé effectivement de génération de SOC ou disons au travers d'un changement de fournisseur
fournisseurs en 2020. Et ça s'est traduit, exactement comme tu le disais, par vraiment plus d'automatisation, beaucoup plus de réactivité. L'objectif, c'est que dans la demi-journée, quand il y a une faille comme Follina ou autre, que l'on sache vraiment si on est vulnérable, est-ce que les dispositifs qu'il y a nous protègent, etc. Donc c'était vraiment réactivité, vitesse. Et on en parlera tout à l'heure, mais le SOC, c'est la détection. Mais la détection, c'est 30% du chemin. Il faut vraiment voir toute la chaîne complète d'incident response. Et souvent, il y a une fracture entre le SOC qui est souvent externalisé par un partenaire et les équipes de réponse à incidents qui sont en interne. Et si on ne fait pas bien la jointure entre les deux, ou si on n'a pas cette exigence de réactivité, de disponibilité sur les deux équipes, ça ne fonctionne pas. Donc il faut faire attention. Et oui, juste, je veux bien juste que tu réinsistes sur ce côté modification en permanence, juste que tu redises un petit mot là-dessus, qui s'oppose justement à ce côté génération et ce côté... Oui, alors c'est plutôt un état d'esprit qu'on doit avoir avec son partenaire qui fait que dans le contrat que vous passez éventuellement, il y ait justement ces clauses de rapidité, d'implémentation de nouvelles règles. Quand il y a une nouvelle vulnérabilité qui arrive, une nouvelle menace, il ne faut pas 3 semaines pour implémenter une nouvelle règle. Donc il faut vraiment cette agilité que l'on trouve pas chez tous les partenaires malheureusement. Donc ça c'est vraiment très important pour nous. Le fait vraiment, la maille d'un SOC, c'est l'heure, c'est la demi-journée, c'est pas la semaine. Donc ça c'est un point très important pour ceux qui n'ont pas encore de SOC et qui veulent se projeter. Nous ne sommes pas dans un monde de développement justement où on attend, enfin du moins c'est notre vision, c'est peut-être pas partagé par tout le monde, mais on n'est pas dans un monde de développement pur IT où on attend vraiment des cycles avec des environnements de dev, de qualif, de prod, etc. Il y a forcément une notion de prise de risque dans les règles que l'on traite en prod, mais on préfère faire ça plutôt que d'attendre 3 semaines un cycle de test, indus, qualif, prod. Donc, ce qui veut dire que les outils qu'on va mettre en place ensuite de mesure, c'est pareil, ils vont être évolutifs et pas forcément figés. Ça dépend de ce qu'on appelle les outils de mesure. Là, je parle vraiment du build, c'est-à-dire ce qui fait le cœur du SOC, à savoir les règles de détection et le process. Alors le process, on essaie de pas trop le bouger quand même, parce qu'il ne dépend pas que de nous, enfin pas que des équipes. Mais oui, je parle essentiellement des règles de détection. Ok. Jean-Nicolas, un petit mot sur, sur les... Alors pour moi, les next-gen, même si c'est un terme marketing, c'est 2 aspects importants. C'est le fait d'augmenter les capacités de détection par des nouveaux moteurs, puisqu'on était basé plutôt sur des détections de patterns, c'est-à-dire de modèles d'attaque existants, un petit peu comme les antivirus avant. Et donc on a besoin de passer sur des modèles de détection comportementale, donc plutôt ce qu'on appelle l'UEBA. Il y a la notion de SOAR qui apporte un vrai plus. Donc cette notion de détecter davantage, et 2, de réduire la fatigue des SOC, puisqu'on a on a besoin de gagner en productivité, de gagner en capacité de détection, mais en capacité de réduction des faux positifs. C'est un des gros problèmes du SOC depuis 4-5 ans. Vous nous rappelez juste ce que SOAR veut dire ? Le SOAR, ça veut dire beaucoup de choses, parce que ça reste quand même un terme marketing aujourd'hui, mais c'est en tout cas l'automatisation de la réponse à incident par la détection et la priorisation de menaces. En tout cas, c'est ma définition à moi, puisqu'elle n'est pas forcément partagée par tout le monde, mais on va prioriser les menaces donc pour avoir un scoring de détection et non pas traiter 500 alertes, mais traiter 2-3 menaces. C'est la force des modèles SOC un petit peu next-gen ou modernes, de mixer des différentes capacités de détection pour augmenter la productivité et réduire la fatigue du SOC. Fatigue du SOC qui est en fait le temps que passent les ingénieurs les analystes à traiter et à qualifier. On passe beaucoup de temps à traiter des choses qui ont assez peu d'intérêt, d'où le fait de les passer sous l'écran de radar, de les maintenir dans un moteur de corrélation ou de détection comportementale, et puis après de ne remonter à l'analyste que ce qui va être intéressant. Et donc là, on va avoir une meilleure capacité de détection, on va avoir un meilleur traitement des incidents, et là, on va pouvoir faire du SOAR, c'est-à-dire de la remédiation, de la réponse à incident, en y passant plus de temps. Donc voilà, c'est ça les enjeux. Après, on va beaucoup plus aussi vers les SOC, ce que nous on appelle les SOC cloud mutualisés, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir forcément un SOC on-premise, mais avoir un SOC mutualisé où tous les clients envoient tous leurs logs, on fait du multi-tenant, et puis on va traiter ça sur un cloud sécurisé, ce qui permet après d'avoir des gains de coûts, des gains de productivité, et aussi des verticales métiers, c'est-à-dire des capacités de détection par métier spécifique, sur des logs particuliers. Et donc là, on a des meilleures réactivités. Exemple, l'été dernier, où les ministères s'étaient fait attaquer,
à partir du moment où on commence à avoir de la threat intel sur les ministères, on va pouvoir la dupliquer sur d'autres ministères et donc pouvoir avoir une réactivité beaucoup plus intéressante parce qu'on sait qu'il y en a un qui s'est fait attaquer et on va pouvoir mutualiser la réponse à incident. Voilà. Donc okay. 3 notions, j'ai dit, hein, c'est ça. Il y a à peu près 3 notions pour les nouveaux SOC pour moi. Philippe, puis un petit mot là-dessus aussi, et puis comment est-ce qu'on passe de ça donc à la mesure de l'efficacité du SOC ? Oui, juste un petit mot pour compléter ce qu'on vient de se dire sur ce qu'est un nouveau SOC. Je rejoins ce que disait Mathieu là, de Decathlon. Il me semble que une des problématiques principales des SOC aujourd'hui, c'est la multiplicité des technologies, en particulier des technologies de détection, mais aussi d'analyse. C'est-à-dire qu'on est passé d'une ère où on centralisait beaucoup les moteurs de détection, via les SIEM en particulier, à une ère où la détection se fait de plus en plus dans l'infrastructure elle-même. Et ça crée une multiplicité de technologies. Il faut gérer cette multiplicité de technologies. C'est compliqué pour les analystes. Ils ne peuvent pas maîtriser tout complètement. Ils ne peuvent pas passer leur temps sur toutes les fenêtres de tous les managers de toutes les technologies. Et donc là, effectivement, ça c'est un vrai challenge. Le soir devient l'épine dorsale du SOC. Et effectivement, comme on le disait, l'automatisation est clé pour pouvoir gérer cette explosion de technologies et de voilà. Et juste, vous pouvez peut-être nous rappeler que Thales, en fait, qu'est-ce que Thales opère comme SOC et un petit peu la multiplicité des SOC que vous opérez. Oui. Alors effectivement, en 2 mots, on a aujourd'hui 6 SOC dans le monde, le plus gros étant en France. Et puis donc on opère ces 6 SOC pour des clients extérieurs, pas pour Thales. Bien sûr, on opère aussi pour Thales, mais pour des clients extérieurs. Et nous venons de racheter 2 entreprises, une qui s'appelle S21, qui est basée en Espagne et au Portugal, et une autre qui s'appelle Excellium, qui est basée en Belgique et au Luxembourg. Donc on va passer de 6 à 8 à peu près SOC. Voilà, et donc effectivement, ça fait pas mal de monde et pas mal de clients. Et donc comment est-ce qu'on mesure l'efficacité de ces SOC Alors c'est tout le sujet de la table ronde, donc on va y aller par étapes. Le premier élément que je voulais apporter, selon moi, c'est d'abord de faire la distinction que je trouve assez pertinente, au moins conceptuellement, entre l'efficacité et l'efficience. C'est-à-dire l'efficacité, c'est est-ce qu'on remplit le contrat, est-ce que ce que sort un SOC fournit la bonne chose, voilà, c'est-à-dire est-ce qu'on fournit les bonnes alertes, les bons tickets dans les temps, est-ce qu'on a par exemple un faible taux de faux positifs, un taux quasi nul de faux négatifs, etc. Voilà, donc ça c'est plutôt du registre de l'efficacité et on va détailler sans doute un peu plus quelques indicateurs sur ce registre-là. Et puis l'efficience, c'est est-ce que pour faire ça, on grille beaucoup de fuel ou pas ? Le fuel étant ici principalement les people, les personnes, mais ça peut être aussi l'ensemble des processus, des outils, etc. qu'on met en place pour remplir ce contrat, quoi. Donc je trouve assez pertinent de distinguer les deux, même si parfois la frontière peut être floue. En tout cas, en première approche, je trouve ça assez intéressant. Est-ce que c'est aussi votre avis oui, par exemple. En tout cas, la partie cohérence des outils, elle est hyper importante. Parce qu'effectivement, il y a tellement de sources de données qui viennent de partout. Nous, on a pris, dans la construction de ce nouveau SOC, d'intégrer déjà des notions de XDR. Alors, c'est quelque chose qui est très nouveau. Le marché, il n'est pas encore, je pense, réellement stable. Et il peut avoir des définitions différentes en fonction des éditeurs. Nous, ce qu'on y voit, c'est que avec cette notion de XDR, les incidents et les incidents qui sont remontés et les alertes qui sont remontées sont déjà qualifiés par l'éditeur. Ce qui fait que nous, c'est clairement pas notre métier d'aller créer des règles de détection, d'avoir des SIEM avec des milliers de règles, etc. C'est pas notre volonté. En fait, on décharge un petit peu cette responsabilité-là à des éditeurs qui ont souvent des bases hyper installées, qui ont une compétence avec des équipes dont c'est le métier, et ça permet d'alléger le SIEM. Et donc ça nous permet d'alléger le SIEM en termes de collecte de data, c'est-à-dire qu'on a besoin de collecter
potentiellement moins de data, et quand vous connaissez le prix de stockage, ça a aussi un intérêt par rapport à ça. Et 2, ça permet de gérer moins de règles de détection directement dans le SIEM, et finalement d'être un peu le SIEM comme un agrégateur d'événements de sécurité déjà qualifiés par d'autres outils. En tout cas, nous, c'est de cette manière-là dont on l'a construit aujourd'hui. Jean-Nicolas, je sens que tu n'es pas tout à fait d'accord. Si, mais oui et non, mais en fait non, c'est des termes marketing. Donc l'important c'est quoi? C'est de récupérer le maximum d'informations du maximum de endpoints possible. Voilà. Et ça a toujours été le travail du SIEM ou du SOC. Donc on appelle ça XDR ou pas, mais on veut récupérer beaucoup d'informations. Plus on a d'informations, plus on est capable de les trier en intelligence artificielle ou big data, et donc faire la corrélation, et donc détecter les bonnes menaces. Donc après, le terme qu'on va utiliser, il est assez peu important finalement. Donc c'est ça l'enjeu du SOC, c'est remonter beaucoup d'informations. Alors pas trop non plus, parce qu'on a des clients qui veulent absolument tout mettre dedans, et puis on se retrouve à avoir des choses qui servent absolument à rien, et puis on va générer des alertes. Et si vous avez une facturation par nombre d'alertes, vous êtes mal, parce que si vous avez une facturation au nombre de logs ou alertes, vous allez avoir des devis des factures qui vont tripler. Donc il faut avoir une cohérence. Donc nous, ce qu'on préconise généralement, on va prendre par exemple un pack de base, ça va être les logs firewall, proxy, DNS, Active Directory, des serveurs sensibles, Office 365 par exemple. Là déjà, on a un bon pack de détection. Il faut savoir par exemple que 95% des attaques sont détectées par les logs DNS. Alors nous, on ne le dit pas parce que c'est un peu notre secret de fabrique, mais les gens ne le savent pas. Donc on n'a pas forcément besoin de tout récupérer, on n'a pas forcément besoin d'un XDR partout. C'est vraiment, on le disait, hein, la cohérence des outils, donc avoir de l'EDR, avoir un SOC, un SIEM, d'autres outils, firewall, antivirus et autres. Là, ça commence à avoir une cohérence. Voilà. Mais il faut bien les architecturer et faire de la bonne orchestration, comme on a dit sur le soir. Voilà. Et par rapport à la cohérence des moteurs, il y a un point en particulier que... Oui, alors on revient sur historiquement, depuis 20 ans, les SIEM existent et les SOC existent depuis longtemps, mais on était basé sur des patterns. Donc on détecte des attaques sur la base de scénarios de détection qui sont connus. Le problème, c'est évidemment les nouveaux malwares, les nouveaux ransomware qu'on ne peut pas détecter, puisqu'ils sont par définition inconnus, puisque c'est des cryptoloquins inconnus. Il suffit de modifier un petit peu leur comportement pour ne plus les détecter. Donc c'est ce modèle de pattern qui existait dans les modèles antivirus est effectivement dépassé. Il faut le maintenir, mais il est dépassé s'il est utilisé seul. Donc c'est tout ce qui va être SIEM de corrélation classique ou SIM. Donc maintenant on va vers... L'intérêt, c'est d'avoir un moteur de corrélation, un moteur de comportemental UEBA, ce qu'on appelle UEBA avec des termes marketing très barbares. C'est un métier très barbare, hein, quand même. Threat Intel, Threat Hunting, UEBA, etc. Et de rajouter à ça la Threat Intelligence, je suis désolé encore du terme barbare, donc c'est la capacité à récupérer des IOC. Alors là aussi, c'est un peu des patterns, mais IOC, corrélation plus UEBA, là on commence à avoir la bonne détection, d'où l'enjeu d'orchestrer tout ça et d'avoir une cohérence. Alors l'UEBA, par exemple, va nous intéresser pour faire du comportemental. Si vous avez beaucoup d'alertes, mais que vous pouvez les prioriser en fonction du comportement de sensibilité de l'utilisateur, parce que mathématiquement, vous avez détecté qu'il avait un comportement suspect, là, ça va nous intéresser parce que les analystes SOC vont pouvoir prioriser sur cette menace et ne pas traiter tous les PowerShell qui viennent des postes de travail, mais ne traiter que les PowerShell qui viennent d'un utilisateur qui a un comportement anormal. Et donc, on va prioriser et travailler le plus en amont possible sur l'arrivée d'un ransomware, d'une attaque, d'une sortie de données, etc. Pierre, peut-être que tu veux nous reparler un petit peu de la chaîne globale et donc de mesurer en fait que ce n'est pas que la mesure du SOC qui importe finalement dans son efficacité. Déjà 2 mots sur ce qui a été dit. On a beaucoup parlé de technologie. C'est sûr que ça peut être important, mais nous, avant tout, ce qui importe, c'est l'expertise de la personne qui va être derrière sa console en fait pour regarder les alertes. On n'est pas trop dans l'esprit d'être un collecteur d'alertes qui ont été générées par des dispositifs déjà intelligents, parce qu'on se dit que ça fait un peu trop agrégateur. Nous, on raisonne vraiment analyse de risque cyber kill chain, c'est-à-dire on connaît bien les différentes étapes d'une attaque ransomware. On sait au passage que les premières étapes d'une attaque ransomware, c'est souvent de l'intrusion manuelle, donc c'est un comportement humain qu'il est important de détecter dans les premières phases, hein, donc compromission initiale, pivot, enfin mouvement latéral, élévation de privilèges, etc. Et ça, en fait, c'est une collection de signaux faibles.
Les gars sont suffisamment forts pour se masquer parce que justement c'est une intelligence humaine. Et si on se réfère uniquement avec des alertes toutes faites qui viennent de EDR ou pas, ça va être compliqué qu'il y ait une alerte qui, sur une seule étape de la cyber kill chain, en fait, remonte une alerte suffisamment sévère. Donc c'est là où les analystes doivent être suffisamment compétents pour connaître les techniques d'attaque, donc offensives, et s'apercevoir que plusieurs signaux faibles, ça commence à sentir le pâté, quoi. Et ça, c'est pas simple, c'est pas une approche purement technologique, d'où l'importance de ce qui a été dit tout à l'heure, libérer du temps des analystes sur des corvées très fastidieuses. Alors on a parlé d'automatisation, nous l'automatisation on le conçoit sous 2 volets. Le premier c'est quand on reçoit une alerte, on enrichit automatiquement les informations de l'alerte. Donc il y a une IP, on va demander est-ce que cette IP est malveillante, on a un numéro de machine, on va récupérer automatiquement l'utilisateur qui est connecté, etc. Donc on enrichit le ticket pour éviter à l'utilisateur de le faire, et ensuite sur le volet réponse, effectivement, on peut prévoir de l'automatisation comme créer des tickets, comme rajouter des sites web dans une blacklist ou envoyer des mails automatiquement à des utilisateurs si c'est un simple non-respect de la PSI. Donc le but du jeu, c'est vraiment de lui libérer du temps pour le laisser travailler sur ce qui est important, à savoir presque du hunting quand il regarde les logs du SOC, quoi. Donc, premier outil, on va dire, première direction de mesure, c'est lié au temps, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur le temps? Oui, alors je m'aperçois que je n'ai pas répondu à la question. C'était comment on mesure. Alors nous, on est très peu porté sur les indicateurs. Alors bien sûr, on regarde le taux de faux positifs, etc. Mais ça nous dérange pas plus que ça. Les seuls, je pense qu'on va faire la transition avec le prochain sujet, mais les seuls vrais tests pour nous, c'est les tests. Alors soit les pen tests que l'on détecte ou qu'on ne détecte pas. On va y revenir, mais là je pensais en fait, on mesurait en fait finalement le temps qu'il avait fallu pour l'analyse, pour traiter un élément. J'imagine qu'il y a aussi le temps de détection. J'aimerais bien qu'on reparle justement de ces aspects temporels. Peut-être toi, Pierre, ou Philippe, ou voilà, prenez la parole. Je voulais juste réinsister sur ce qu'on vient de se dire, là, ce que vient de dire Pierre, sur la partie analyse des alertes. Et ça, vraiment, pour moi, c'est quand même l'automatisation de base qui devrait être partout dans tous les SOC, à savoir matcher les alertes d'une part avec la CMDB, donc avec la base de données des assets, pour enrichir l'adresse IP, à qui appartient l'équipement, etc. Et d'autre part avec la base de CTI, quoi. Ça, pour moi, c'est quand même le niveau assez simple d'amélioration de l'efficacité et d'automatisation pour que les analystes n'aient pas à copier l'adresse IP, la mettre dans un outil, récupérer à qui appartient le machin, copier ça dans le ticket, etc. Juste, ça, pour moi, c'est quand même une donnée de base. Quoi. Voilà. Ça ne répond pas à la question, mais c'est pour insister. Non, mais moi, j'aurais bien voulu que vous me parliez quand même un tout petit peu du temps pour faire ça. Est-ce qu'on peut mesurer ça? Comment est-ce que... Je vais commencer à répondre, sinon on ne va jamais avancer. En fait, pour moi, ce qui est important dans le délai, c'est effectivement le temps qu'on met pour détecter une alerte et le temps que prend un analyste aussi pour la prendre en compte. C'est-à-dire qu'on peut avoir une alerte si l'analyste elle est noyée finalement dans un nombre d'alertes et il les traite une par une, on va avoir des problèmes sur la réponse sur un incident. Donc pour moi, un élément qui est important, c'est quand même la qualification de l'incident. C'est-à-dire il y a un outil où j'ai reçu une alerte, ça peut être un utilisateur également qui remonte une alerte. J'ai cette information-là. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de critique ou pas? Et ça, pour moi, c'est un des indicateurs les plus importants sur la qualité du SOC. Combien de temps on met pour qualifier un incident? Et après, il y aura les autres indicateurs qui sont un peu plus traditionnels. C'est combien de temps je mets pour répondre sur un incident critique, etc., etc. Mais c'est des choses qui sont très classiques, qui pour moi, n'ont presque pas de lien avec la qualité d'un SOC, mais c'est juste des indicateurs qui, je pense, existent depuis que les SOC existent. Oui, alors là, je vais
Peut-être revenir à ce que je disais au début, le SOC n'est pas tout seul. Le temps de réponse et le temps de détection d'un SOC est effectivement important, mais on s'aperçoit que dans la chaîne totale d'incidents de réponse, c'est souvent pas lui qui est goulot. Hein. Ce qui est goulot, après, c'est les équipes IT. Supposons que vous détectez quelque chose de vraiment craignos dans un site, vous voulez isoler ce site-là. A priori, vous avez prévu des procédures d'urgence, mais le temps d'activer ces procédures d'urgence, c'est souvent là où il manque d'automatisation parce qu'il y a quand même une décision humaine, on coupe le business, etc. Et souvent, quand on fait un rétex sur qu'est-ce qui s'est passé dans un incident, le temps de détection, en fait, il est bon, il est toujours en dessous de l'heure ou en dessous de quelques minutes, mais toute la chaîne après pour prendre la décision, pour automatiser, pour dire on fait ci, on fait ça, et pour remédier l'incident, ça c'est souvent très long. Et donc c'est pour ça que je disais oui, le SOC, mais ne raisonnez pas SOC uniquement dans votre petit coin. Il faut vraiment raisonner l'incident, la chaîne de la remédiation, enfin de la détection jusqu'à la remédiation de bout en bout. Et c'est ça qui est parfois difficile, parce que ça nous fait sortir de nos équipes pure sécurité pour aller voir nos petits copains qu'on ne voit jamais de l'IT en disant hey, il faut modifier une règle, il faut couper un flux, il faut isoler une plaque géographique, etc. Et c'est ça qui coûte cher en temps et en énergie. Et donc ça, il faut le préparer aussi, mais malheureusement, tout n'est pas automatisable et on ne souhaite pas l'automatiser non plus parce qu'on ne veut pas non plus faire des conneries ou surréagir. Jean-Nicolas. Oui, c'est tout à fait vrai en fait. Moi j'ai pour habitude de dire que le 80% du travail d'un SOC c'est de l'organisationnel. Donc à partir du moment où vous avez 20% de technologies qui sont parmi les meilleures technologies du marché, il n'y a pas de problème. C'est comment vous allez l'utiliser. Donc c'est tout à fait vrai. Nous on appelle ça les procédures de SOC. Et on peut mesurer justement ces aspects organisationnels. Ouais, alors si je prends l'exemple d'iTrust, nous on est certifié, on est le seul SOC certifié 9001 par exemple, ISO 9001 en France. Donc on a des indicateurs là-dessus, c'est-à-dire les temps de réponse, les temps de, mais surtout les réponses à des SLA d'escalation, enfin d'escalade pardon en anglais, d'escalade de case, c'est-à-dire justement un case est-ce qu'il va pouvoir être traité par le client. On a demandé à ce qu'on ferme un flux parce qu'il est dangereux. Effectivement, on va devoir se tourner vers les équipes IT. Est-ce qu'elles ont le temps CPU, cerveau pour le traiter? Souvent, elles n'ont pas le temps. Et alors, c'est ça qu'on essaie de faire en comitologie, c'est-à-dire en retour d'expérience avec les clients, c'est essayer d'améliorer ce temps, essayer de mettre en place des process qui vont faciliter ce single point of failure, c'est-à-dire c'est ce traitement entre les équipes d'un iTrust ou d'un partenaire et d'un client qui est le point central. Aujourd'hui, 80% des SOC ne détectent pas les nouvelles attaques, soit parce qu'elles n'ont pas la bonne techno, soit parce qu'elles n'ont pas le bon processus. Donc on essaye de beaucoup travailler là-dessus. Alors le processus, c'est toujours compliqué parce que c'est l'humain, d'où l'intérêt de le certifier ou d'essayer de le formaliser un peu comme une politique sécurité avec des guides pour essayer de faire en sorte que tout le monde ait le même niveau d'information, faire des retours d'expérience, faire des stress tests, mais on en parlera. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Essayer de plus en plus par la technologie, répondre à cette problématique humaine. Parce que, en fait, comme on est dans de l'organisationnel, la seule solution qui peut nous aider, en dehors de l'organisationnel, c'est la technologie qui peut faciliter ces processus. Donc, essayer de commencer à travailler sur des répondeurs, sur de la remédiation. Alors, je suis désolé, j'ai utilisé le terme automatique, mais si justement on travaillait sur un process où on dit, voilà, à chaque fois je vais avoir en amont, telle menace critique, je vais pouvoir, plutôt que de faire appel à l'équipe du client, l'automatiser par un processus de réponse à incident type respondeur qui va envoyer par l'API, le CIEM va envoyer à l'API du firewall, le blocage d'une IP qui est protégée, qui est dangereuse. Et là, on bypass le process organisationnel parce qu'on l'a déjà mis en place en amont automatiquement. Et ça, c'est quelques petites astuces qu'on peut faire qui peuvent faciliter le temps de traitement. Et là, le ransomware ne va pas se propager parce qu'on l'aura traité par un respondeur. Donc la techno n'est pas effectivement l'aboutissement de tout, mais elle aide à répondre à une problématique humaine, en fait, organisationnelle. C'est ça qu'on essaye de mêler. Philippe, alors moi, tu nous as préparé un petit slide avec des points là, de mesure. Est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu plus puis comment justement ça se rapporte de ce qu'on vient de dire à l'instant? Oui, tout à fait. Alors, je suis désolé parce que c'est un slide un peu ingénieur avec pas mal de mots et du texte écrit petit. et en plus, on ne savait pas le format de la salle, donc j'imagine qu'au fond, ça doit être un peu difficile à lire, mais je vais juste commenter. Il y a deux grandes colonnes, efficacité et efficience. Donc, encore une fois, efficacité, est-ce qu'on remplit le contrat? Efficience, est-ce qu'on le fait en brûlant beaucoup de fuel ou pas?
Et il y a 3 lignes, 2 pour le run et 1 pour le build. Parce qu'on a parlé, on a mélangé un petit peu là dans nos discussions les aspects run et build. Et je pense que c'est intéressant de distinguer les deux. Sur la partie run, la ligne du haut, alors c'est des indicateurs plutôt assez classiques. Le Mean Time to Detect, hein, le MTTD, le Mean Time to Analyze, Mean Time to Respond, etc. Le taux de faux positifs. J'aurais pu mettre aussi le fait qu'on n'ait pas de faux négatifs, hein, au niveau ticket, c'est-à-dire ce qui sort du SOC. Voilà, ce sont des exemples. Bien sûr, on peut en ajouter un certain nombre. Donc ça, c'est pour l'efficacité du SOC. Mais après, on a l'efficacité du SOC, j'allais dire, de plus haut niveau. Et là, l'efficacité du SOC de plus haut niveau, c'est, il me semble, principalement 2 choses qui sont assez intéressantes. La première, c'est quelle est la couverture du SOC par rapport aux assets dans l'entreprise. Est-ce qu'on couvre le département R&D, le département finance? Est-ce qu'on couvre la filiale Trucmuche, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on couvre en termes d'assets? Et qu'est-ce qu'on couvre, l'autre dimension, en termes de risque ou de cas d'usage? Et là, on peut utiliser des frameworks du type MitraTac ou autre pour déterminer qu'est-ce qu'on couvre en termes de cas d'usage. Donc ça, c'est assez intéressant de faire cette map-là et de dire, bon ben voilà, sur Mitre, on couvre X%, mais on couvre X% du département financier, par exemple. Et puis le département R&D, pour le moment, il est à la traîne, quoi. Donc ça donne une bonne vue en termes de l'efficacité du SOC et de la couverture du SOC. Et puis, on y reviendra après, tous les tests externes, donc les pen tests, BAS, Blue Team, Purple Team, Red Team, etc. Voilà. Et puis, associé à ça, mais je l'ai un peu distingué parce que c'est un petit peu différent, les résultats des exercices de crise. C'est-à-dire quand on fait au-delà de l'aspect technique sur lequel portent plutôt les pen tests, de faire des vrais exercices de crise pour gérer l'ensemble du processus de gestion de crise et de voir ce que ça donne. Donc ça, c'est pour l'efficacité du run. L'efficience du run, là, on est sur des choses un peu différentes. Taux de faux positifs, non plus au niveau ticket, ce qui sort du SOC, mais au niveau des alertes. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir, en interne du SOC, beaucoup d'alertes qui génèrent beaucoup de charges inutiles. Voilà, et donc c'est assez intéressant de distinguer les deux. Le taux de récurrence des faux positifs, nous, on s'aperçoit qu'on a toujours les mêmes faux positifs. Donc si on fait rien, si on n'ajuste pas les choses de façon intelligente, eh bien en fait on perd du temps et de l'énergie à traiter des choses again and again, quoi. Voilà. Le taux de succès de validation automatique des règles. Hein. Comment est-ce qu'on teste les règles? Alors toute l'automatisation dont on a parlé, le coût de traitement en temps des analystes, voilà. Enfin bon, je lis le slide, donc c'est peut-être pas très pertinent de continuer, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont des choses assez basiques, mais des choses de plus haut niveau pour cette partie run. Hein. On a évoqué la rapidité avec laquelle on détectait quelque chose, on la mettait en CTI, dans la base de données CTI, et on réinjectait ça en détection. Voilà. Cette rapidité de chaîne, c'est quand même quelque chose d'intéressant au niveau de l'efficience. Voilà. Et puis pour le build, c'est un peu différent. Bien sûr, il y a le temps de build. Alors voilà, nos clients nous disent il faut que vous fassiez le build en 6 mois, en 3 mois, en 9 mois, peu importe. Voilà. Mais au-delà de ça, on passe en mode agile. Donc ça, c'est plutôt de l'efficience. On a beaucoup de processus de build itératif où on commence par un petit périmètre et puis un nombre de use cases relativement standard, et puis on ajuste au fur et à mesure. Et donc là, les mesures sont un peu différentes. C'est combien de temps vous allez mettre pour avoir les premiers vrais positifs. Combien de temps vous allez mettre pour déclencher un nouveau périmètre, etc. D'accord ? Donc c'est du build de façon plus agile. Quel pourcentage de cas vous avez déjà en catalogue par rapport aux choses que vous allez devoir spécifier pour le client, enfin pour le périmètre particulier que vous voulez sur lequel vous voulez construire le SOC. Voilà. Donc c'est juste pour essayer de brosser une typologie des différentes métriques et de leur niveau, et pas tout mélanger, quoi. Voilà. Proposition.
Et Mathieu, je crois que toi, c'est pareil, tu avais des petits indicateurs auxquels tu avais aussi pensé en parallèle. Je me souviens que tu m'avais parlé par exemple, de taux d'incidents suivant les différents niveaux et ce genre de choses. Oui. En fait, nous, on est en train de construire encore ce SOC, donc on réfléchit à des indicateurs qui sont pertinents. Donc nous, on a un SOC hybride, donc on opère une partie du SOC, mais on a une partie qui est externalisée. Nous, notre objectif, ça va être forcément de pousser un maximum la détection et l'autonomie sur le partenaire, donc qui gère le niveau 1 et le niveau 2, pour justement que les équipes internes se concentrent sur la réponse sur incident ou encore améliorer la détection et cette partie-là. Donc, le taux d'autonomie finalement de notre partenaire est extrêmement important. On veut à la limite qu'il couvre 90% des incidents en termes de quantité et que finalement qu'il n'y en a que 10% qui nous reviennent, et ces 10% là c'est soit parce que il y a un besoin de coordination avec les équipes internes, c'est justement pas qu'un sujet techno et il faut creuser un petit peu plus, soit parce que c'est un incident qui est critique et où potentiellement il y a des décisions à prendre également niveau manager, quand il faut couper un pays, quand il faut couper autre chose. Donc c'est aussi une mesure qui est relativement importante quand on travaille avec un partenaire comme nous on le fait, c'est-à-dire un vrai partage de responsabilités entre les deux. Pierre, peut-être un petit mot par rapport à ça. Deux choses, oui. Il a été dit tout à l'heure le taux de couverture du SOC. Alors c'est tout à fait vrai. Nous, au niveau du CERT Michelin, à peu près moins de la moitié des incidents viennent du SOC. Ça veut dire que plus de 60% viennent d'autres types d'incidents. Ça ne veut pas dire que le SOC ne détecte pas, ça veut dire qu'on monitore d'autres choses. Par exemple, des noms de DNS qui seraient usurpés pour Michelin, ce n'est pas une détection SOC, mais ça nous revient. Des choses comme ça, ou des menaces du code qui leak, des credentials qui leak sur Internet. Donc tout ça, ça fait partie aussi d'un boulot de CERT. Donc le SOC, ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas parce que vous avez un SOC que vous êtes protégé, votre entreprise. Premier point. Et le deuxième point aussi important, on travaille beaucoup avec nos filiales du groupe Michelin et souvent on ne recommande pas le SOC au début parce qu'il faut, et ça on n'en a pas parlé, une certaine maturité pour avoir un SOC. Pourquoi ? Parce que sinon il va y avoir un brouillard lié aux mauvaises pratiques qui fait que vous allez avoir un taux de faux positifs incroyable. Et tout l'effort que vous allez mettre pour faire baisser ce brouillard, par exemple des DevOps qui se connectent à l'administrateur, donc c'est pas, qui n'ont pas de compte nominatif, ou plein de non-respect de la PSSI qu'on pourrait imaginer, font que votre SOC va ne servir à rien. En fait, il va servir juste pour dire hey, les gars de l'IT, il faut faire du change management pour mettre en place des bonnes pratiques. Et tout ce travail-là, nous, on préconise de le faire en amont du SOC, d'une part pour des raisons d'économie. Ça ne sert à rien de payer un SOC si en fait les trois quarts du job, c'est du faux positif et un change management qui est long et qui se prend souvent plusieurs mois. Donc ce qu'on dit à nos filiales, nous, c'est dans la courbe de maturité CIS ou n'importe ce que vous voulez, le SOC vient quand même en étape 2 ou 3, une fois que vous avez mis les basiques technologiques, donc déploiement MFA, EDR, patin couffin, et organisationnel et de bonnes pratiques IT. Ça ne sert à rien de mettre un SOC sur quelque chose qui est, c'est l'analogie classique, ne mettez pas un SOC dans une maison où tout le monde fume, des alarmes anti-feu dans une maison où tout le monde fume et tout le monde, il y a voilà, quoi. Ça paraît évident. Et juste, vous m'aviez dit un petit mot aussi qui était sur la communication avec les boards en fait, au sujet des SOC. C'est un petit peu hors sujet, mais je pense que le propos était tellement pertinent que... Alors, en 2014, c'était quand on a commencé, alors je ne sais pas si c'est ça dont tu voulais parler, mais en 2014, quand on a lancé le SOC, il était très mauvais. Enfin, on était parmi les premiers, je pense, gros industriels à lancer un SOC. Et en fait, il ne détectait pas grand-chose. Il y avait le scope Rikiki, on ne détectait pas grand-chose. Enfin, c'était, voilà. Mais ça a vraiment fait plaisir aux COMEX du groupe, parce que c'était à la mode et que les entreprises du CAC 40 devaient avoir un SOC. Donc ça, c'était bien. Et ça a été vraiment le vaisseau amiral qui a permis de lancer toute la vague sécurité. La sécurité, c'est important. Donc on a un SOC, oui, mais on n'a pas de CERT. On va créer un CERT. Et puis oui, mais le CERT, il est présent qu'en France. On opère sur plusieurs zones géographiques. Donc on va créer des antennes en Chine, aux États-Unis, etc. Et toute cette dynamique, en fait, est venue par le SOC, qui était vraiment le symbole, la partie immergée la partie visible de l'iceberg. Mais en fait, la sécurité et l'écosystème sécurité chez Michelin, ça va bien au-delà du SOC, mais le SOC nous a vraiment tiré. Donc c'était presque le symbole qui ne servait pas à grand-chose dans les premières années, mais qui nous a permis de développer tout le reste.
Ok. C'est un point non négligeable parce qu'il faut dans la sécurité bien savoir manager nos managers, enfin bien savoir les sensibiliser et souvent c'est pas facile. Jean-Nicolas, par rapport à ça, et puis peut-être aussi par rapport à un autre outil de mesure sur le red teaming que j'aimerais bien qu'on aborde quand même. Alors, deux choses. Sur l'outil de mesure, d'ailleurs, on a sorti là récemment dans les slides qu'on fournit au comité de direction un indicateur qui dit les attaques ou les malveillances qu'on aurait pu éviter. Alors, je ne savais pas comment ça allait être perçu, finalement, c'est assez bien perçu. C'est-à-dire qu'on liste les 10 techniques d'attaque les plus évidentes par grande catégorie et on met en face le coût que ça pourrait avoir. Alors, c'est très subjectif, hein. C'est très difficile d'avoir une évaluation de ça. Donc, on se base sur des études extérieures. Mais les clients aiment beaucoup parce qu'ils peuvent remonter au niveau de la direction et dire déjà, j'ai un SOC qui est efficace, qui fait un travail, qui m'évite. Enfin, qui a un ROI, puisque c'est toujours la notion de ROI en cybersécurité, mais qui m'évite d'avoir perdu ou avoir eu un ransomware à tel niveau de risque et à tel coût. Alors, très subjectif, attention. Mais apparemment, c'est très bien perçu par la direction générale, parce qu'on le dit avec des mots très simples. En fait, voilà, vous avez évité un ransomware. Vous avez évité une perte de données. La perte de données, donc vous avez ce mois-ci évité 10 pertes de données. 10 vols de données. Un vol de données, c'est 1 500 000 selon euros de perte selon IBM, telle étude. Voilà. C'est très subjectif, c'est la sécurité, mais ça c'est beaucoup apprécié. Et alors, pour rebondir justement sur les bonnes pratiques, ça c'est super intéressant, c'est que, moi je ne suis pas d'accord évidemment avec cette notion, c'est un SOC qui évidemment est indispensable pour la mise en conformité, pour protéger des attaques, hein. Tu reviens sur les métriques, un bon SOC c'est un SOC qui protège l'entreprise, donc l'entreprise n'a pas été attaquée, hein. Ça c'est l'indicateur évidemment essentiel, c'est j'ai pas subi d'attaque avérée réussie ces 12 derniers mois grâce à un SOC. Et alors, effectivement, on retrouve 50% à peu près des menaces ou des problèmes qu'on a sur un SOC, enfin des alertes qu'on remonte, des menaces qu'on remonte, des cases qu'on remonte. 50% sont dus à des mauvaises pratiques. Mais justement, c'est ça qui est super intéressant. On va apprendre que Monique a utilisé le mot de passe de Robert alors qu'elle n'aurait pas dû. Donc, et il n'y a qu'un SOC qui permet de remonter ça. Et là, vous pouvez avoir un processus d'amélioration continue qui va dire, mais écoutez, vous à la direction générale, est-ce que vous êtes d'accord pour que Monique... Ben non, on n'est pas d'accord. Donc, on va mettre en place un process, on va vérifier, on va faire de la red team, on va vérifier dans le SOC tous les mois que c'est des pratiques qui s'améliorent. Et en fait, c'est vrai qu'au début, quand on a un SOC... Alors, un SOC, c'est vrai qu'il devient mature en 6 mois, ça je suis d'accord, mais il s'installe en 1 jour. Hein. Si le SOC ne s'installe pas en 1 jour, on est sur des SOC de vieille génération. Donc, en 1 jour, on installe, il est opérationnel. Par contre, c'est vrai que pendant 6 mois, on va avoir ces mauvaises pratiques. On va détecter le flux qui utilise un logging technique qui a été créé il y a 20 ans et qui est encore d'actualité et qui crée un force brute sur les serveurs et qui baisse et qui augmente le lag et qui baisse les temps de réponse. Donc c'est pas normal, c'est une mauvaise pratique. C'est pas de la cybersécurité, c'est vrai, mais c'est des processus qui peuvent amener à des attaques. Parce qu'un processus qui a été lancé il y a 20 ans, qui a été créé, qui n'est pas mis à jour, dont le mot de passe est toujours créé il y a 20 ans, donc vous imaginez le mot de passe d'il y a 20 ans, qui est utilisé par un hacker pour se connecter en telnet sur un serveur, ben c'est une faille de sécurité. Et c'est ça qui va induire le ransomware, c'est ça qui va induire la perte de données. Donc au contraire, la bonne pratique qui est détectée par le SOC, et effectivement on met 6 mois à peu près à avoir ce niveau de maturité, pendant 6 mois on va détecter ces mauvaises pratiques, et c'est qu'après effectivement qu'on va plutôt travailler sur les vraies attaques en fait. Mais 6 mois sont super importants, ce qui nous permet de nettoyer complètement, d'être dans une bonne hygiène de cybersécurité. Effectivement, c'est pas tout à fait de la cybersécurité, mais en fait, ça aide beaucoup les équipes techniques. Ça remonte des indicateurs que la direction n'avait pas, et c'est là qu'on montre qu'il y a une efficacité au SOC qui est autre que la cyber. Et après, au bout de 6 mois, effectivement, on commence à avoir des meilleures, je parle beaucoup, des meilleures règles de détection, des meilleures CTI, des meilleures customisations. Et là, on va pouvoir commencer vraiment à détecter l'insider, le threat hunting, c'est-à-dire la menace vraiment importante qui va amener le ransomware, etc. Mais non, au contraire, il faut prendre un SOC dès le début. C'est ce que tu nous disais aussi, Philippe. Est-ce que finalement, est-ce que dans une organisation mature, l'efficacité d'un SOC, on n'a pas l'impression qu'il baisse à un moment ou à un autre ? Oui, on a débattu un petit peu de ça. Effectivement, on peut se dire plus on fait du protect et moins on a besoin ou moins le detect trouve des choses. Bon, oui, ok, certes, mais en fait, globalement, métier, hein, c'est le but du métier. Oui, et globalement, il y a une boucle qui est très importante. On en a un peu parlé quand même. C'est la boucle d'amélioration continue qui fait qu'à chaque fois qu'on détecte quelque chose, on peut améliorer le protect.
Enfin, on peut renforcer les choses au niveau protection, d'une part, et puis aussi le fait que les organisations, elles bougent énormément. Il y a toujours des nouveaux périmètres, des nouveaux projets ISIT, etc., qui font qu'en fait, le niveau de protection et de détection doit toujours s'adapter, et donc on est sans arrêt à faire évoluer la détection, le SOC, la réponse aux incidents et la protection. Enfin, c'est un système vraiment vivant, quoi, en fonction des projets ISIT de l'entreprise. Ouais, moi, je voulais juste ajouter un point, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de gestion d'incidents, et c'est bien qu'on parle un peu d'autre chose. C'est que pour moi, le SOC aujourd'hui, c'est un peu le bras armé de la Sécu. C'est lui qui collecte le plus de data. C'est lui qui a une vision de ce qui se passe sur le SI de manière très forte. Et nous, on travaille beaucoup sur la conformité également. Et donc, c'est pas de la protection et c'est pas de la réponse sur incident, mais on est capable d'aller fournir des indicateurs et d'aller animer des équipes sur des taux de conformité par rapport à une PSSI qu'on aura écrit. Et donc on se dit, bah, voilà, toutes ces choses-là, toutes ces actions-là sont interdites. Et nous, on vient, et avec toutes les données qui sont collectées, on est capable de donner un taux de compliance par équipe, par pays, par plaque, etc. Et donc c'est aussi des choses qu'on arrive à remonter au board et qui a une grande valeur pour eux. Oui, on voit bien qu'en fait, finalement, l'efficacité du SOC ne dépend pas que du SOC, quoi. En tout cas, c'est plus le SOC, juste j'ai un incident et j'y réponds. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur, et je pense que la définition même d'un SOC peut varier en fonction des entreprises, en fonction de l'attente de l'entreprise et de l'organisation. Mais je pense que c'est quelque chose qui va aujourd'hui bien au-delà juste de l'incidentologie. Alors, vous vouliez aussi nous parler de Red Teaming en particulier, Pierre. Ouais. Outil de mesure finalement. Alors, nous, on pense que c'est l'outil de mesure ultime parce qu'on va simuler, alors pas forcément du Red Team, on parle plutôt de Purple Team, c'est-à-dire on a la chance d'avoir des pentesters dans l'équipe, donc ils vont simuler, enfin ils vont faire, pas simuler, 60 étapes, un grand nombre d'étapes de la cyber kill chain. Et en phase 2, donc de façon tout à fait transparente, il y a la Blue Team. Donc le gars dit, voilà, je vais faire telle action et tu vas me dire ce que tu vois. Si tu le vois, si tu le vois pas, est-ce que c'est logué, est-ce que ça génère une alerte, etc. Et en fait, c'est pas mal parce que si en avance de phase, on s'est mis d'accord sur qu'est-ce qu'on voulait tester, c'est-à-dire est-ce que je veux tester la détection d'une exfiltration, d'une APT, d'un ransomware, d'une propagation de verre, d'un gars hyper bourrin qui va faire du Mimikatz, c'est que ça va se voir partout. Et donc là, on va pouvoir tester ce qu'on appelle 50 nuances de rouge ou 50 nuances de purple, comme vous voulez, en disant le Mimikatz, je vais le lancer bourrin. Le Mimikatz officiel, normalement, la couche protect devrait le bloquer, effectivement. Je vais le recompiler, je vais changer de hash, je vais voir s'il fonctionne, est-ce que c'est bloqué ou pas. Après, je vais le charger en mémoire. Enfin, tu vois, tu essayes différentes techniques pour émuler en fait différents types d'attaquants avec des niveaux très divers en fait. Et ça, on va le faire sur toutes les étapes ou presque de la CKC, donc on divise et c'est souvent très fructueux parce que de façon générale, l'intelligence humaine est encore supérieure au système de détection. Et quand un pentester sait les types de détection qu'il a eu, il peut encore arriver à les contourner. Et ça, c'est vraiment... Alors, on ne fait pas tous les 4 matins, c'est assez lourd. C'est 3 jours de travail. Mais régulièrement, ça nous permet de faire un refresh en fonction de l'amélioration des techniques, de tout ce qui existe. Et de se poser des vraies questions en disant, oui, si un attaquant avait fait ça, on ne l'aurait pas vu. Ce qui arrive très souvent. Enfin, il faut être très modeste aussi quand on a un SOC. Voilà, donc ça, pour nous, ça apporte beaucoup de valeur. Moi, je prends juste la main, c'est que... Alors, la Red Team, c'est un peu à double tranchant. Je pense qu'effectivement, ça a beaucoup de valeur parce que ça remonte beaucoup de choses. Par contre, nous, dans notre cas, on est présent dans 40 pays et on a souvent des pays qui disent moi, je vais venir tester, quoi. Sauf que si on a 40 pays qui s'y mettent en même temps, on se noie. Donc il y a aussi un aspect de gouvernance et de cadrage autour de ces tests, parce que justement si on a toutes les semaines un nouveau pays, un nouveau périmètre qui veut se tester, en fait les équipes ne répondent plus à l'incident, ils répondent uniquement à des tests. Et donc pareil, on parlait de fatigue, etc. C'est pas toujours pertinent. Donc il faut toujours trouver le juste milieu. On parle toujours d'organisation, mais comment on échange avec les différents périmètres pour leur laisser la main parce qu'ils ont besoin de se tester, parce qu'il peut y avoir des certifications locales sur lesquelles ils ont besoin de
d'établir des tests. Et par contre, comment on intègre le SOC et l'équipe SOC dans toute cette démarche-là pour pas qu'ils soient noyés par tes alertes et pour dire finalement c'est encore une fois tel pays qui vient me tester, quoi. Donc ça c'est aussi un élément qui est extrêmement important. J'avais même pas précisé tant ça paraissait évident, mais effectivement les gens qui sont habilités à faire du pentest ou du red team, chez nous il y en a que deux, il y a le CERT et les gens de l'audit qui sont indépendants et qui peuvent tester au passage le CERT. Mais c'est formellement interdit à toute entité informatique de faire du pentest, évidemment. Philippe, un petit mot sur le pentest. Oui, alors on en fait beaucoup et moi je rejoins l'idée que c'est très utile. Juste en contrepoint ou en débat, il y a quand même il me semble un petit bémol à apporter, c'est-à-dire que des pentesters, ils utilisent leurs propres procédures, etc., même si ils travaillent à développer tout un tas de procédures différentes. Mais bon, pour caricaturer, s'ils sont rentrés par la fenêtre, ou par les fenêtres, rien n'interdit qu'une fois qu'on a résolu ce problème-là, il n'y ait pas d'autres possibilités de passer par la porte ou par la cheminée, quoi. C'est-à-dire que l'inconvénient du pentester, c'est qu'il ne va pas forcément couvrir l'ensemble des possibilités d'attaque qu'utilisent les attaquants. Donc c'est un petit peu la limite de l'exercice, même si on arrive à fixer les problèmes les uns après les autres, généralement ils sont créatifs pour aller voir ailleurs et puis couvrir petit à petit l'ensemble des possibilités. Voilà. Ouais, et juste pour dire que évidemment le processus de check est super important parce qu'on est dans des processus d'amélioration continue liés à des process qualité, donc plein de check act, donc et de pouvoir aussi réexploiter ce qu'on a appris du check pour remettre en place des procédures. Donc ça c'est super important. Je crois qu'on a 5 niveaux de tests chez iTrust. Alors le premier niveau c'est le niveau client, mais vous en avez parlé, c'est le client qui fait des tests, il nous le dit pas. Ou alors il a des ingénieurs qui sont des stagiaires et qui vont faire des tests. Donc là on est tous les jours testés parce qu'évidemment si le client nous dit j'ai un stagiaire qui a fait des tests, vous n'avez pas trouvé, on n'est pas bon. On a les scans de vulnérabilité, qui permettent de détecter les vulnérabilités en amont, qui sont des premiers qu'on intègre nous dans tous les SOC pour faire du préventif. On a la génération de faux logs. On a des outils nous de run qui génèrent des faux logs pour voir si le processus est bien respecté. Escalade, traitement, incident. Et dans un faux log, à un moment donné, on dit il faut appeler tel numéro si vous avez vu ce log. Et on a des indicateurs de qualité justement. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a les red teams, évidemment, iTrust ou client qui fait régulièrement des audits. Mais on a aussi la création de faux malware. On a 2-3 faux malware en catalogue qu'on injecte parfois sur des périmètres très restreints pour voir si on est capable de détecter un crypto, un malware. Et là, on n'est plus sur des techniques d'attaque justement red team qui sont un petit peu connues entre guillemets avec des processus humains, mais sur des processus vraiment plutôt inconnus. Ça, c'est intéressant de le tester. Bon, c'est plutôt réservé à des sociétés effectivement, comme Thales ou d'autres, qui sont capables de créer des sociétés, des exécutables de malware sans perturber le SI interne, et puis sans aussi lever un warning. Enfin, c'est une petite anecdote, mais il ne faut pas lever trop de warning parce que sinon les outils d'antivirus d'EDR vont vous mettre en base de connaissances, et puis vous ne pourrez plus réutiliser votre malware pour d'autres clients. Donc, mais c'est les 5 niveaux, je crois qu'on a, notamment liés à l'ISO 9001 qu'on a. Qui nous impose des règles et qu'on a créé nous-mêmes pour imposer un bon niveau de qualité. Alors moi j'avais une dernière question avant de vous laisser la parole et que vous puissiez vous poser vous-même vos questions. On a quand même beaucoup parlé aussi des analystes et du travail des analystes. Est-ce qu'aussi le turnover des analystes serait-il un marqueur de l'efficacité du SOC ? Un petit commentaire là-dessus. Je ne sais pas si c'est un indicateur de la qualité du SOC, mais certainement de l'efficience. En tout cas, c'est une certitude, je pense. C'est-à-dire plus le SOC est pertinent et finalement donne un travail avec une valeur ajoutée à ses analystes, plus ils auront envie de rester. Ça, c'est une évidence. Oui, il y a un commentaire du point de vue client aussi. Je reste convaincu que le point le plus important dans un SOC, c'est la compétence des analystes. Donc si vous voulez embaucher des gens compétents et que vous leur faites du niveau 1 en 3.8, ça ne va pas le faire, ils vont se barrer. Donc, alors c'est pas notre problème en tant que client, mais je comprends que les vendeurs de SOC doivent vraiment réinventer le métier d'analyste 1, 2, 3
L'automatisation est un très bon moyen, on l'a vu, hein, c'est-à-dire qu'en les déchargeant de tâches subalternes, ils vont se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Et nous, ce qu'on recommande, enfin, ce qu'on aime bien voir aussi, c'est que les analystes tournent et de temps en temps, ils sortent un peu la tête du guidon, ils fassent du hunting libre, ils fassent du pentest, ou ils fassent des activités en fait, qui la sortent de la routine, une semaine par mois, ou quelque chose comme ça. Et quand on voit ça, en général c'est gage de qualité, avec des gars qui sont motivés, qui ne sont pas encore lassés du job. Ouais, moi, je suis 200% d'accord avec ça. C'est-à-dire, en fait, effectivement... Moi qui espérais organiser un tournoi de boxe, ça va pas être possible. Les questions humaines sont vraiment au cœur du SOC. Au cœur du SOC. Et effectivement, si on a des analystes niveau 2, niveau 3, qui sont nez dans le guidon tout le temps, ben en fait, voilà, ça le fait pas. Et au bout d'un certain temps, on a des problèmes. Et c'est absolument essentiel d'arriver à faire un équilibre en termes des priorités, parce qu'il y a toujours des trucs à traiter, et puis sortir le nez du guidon pour évaluer une nouvelle technologie, améliorer tel processus, sortir du cadre dans lequel on est pour évaluer telle ou telle nouvelle chose, etc. Ça, je rejoins complètement cet aspect-là. Ouais, bon, non, je suis pas du tout d'accord. Court. Ouais, très rapide. Alors, non, imaginez, vous êtes analyste, vous faites ça 200 jours par an, au bout d'un an, vous en avez marre. Donc, les analystes niveau 1, les garder plus de 18 mois, c'est impossible. Donc, effectivement, on a des retours des clients qui nous disent ça serait bien que vous le gardiez. Ben non, mais attendez, le gars, soit il est bon, il passe N2, N3, pentester, threat hunter, il ne reste jamais analyste, soit il n'est pas bon, et dans ce cas-là, il n'a pas d'augmentation de salaire, et au bout de 2 ans, il est chassé par une autre société, il fait plus de 20%, donc il n'est pas là. Donc c'est pas vrai. Donc c'est pour ça qu'il faut s'appuyer. Je ne parlais pas des niveaux 1, parce qu'on n'a plus de N1, nous, en fait. C'est le nouveau concept. Mais non, mais c'est... Plus de N1. Bah oui, tout est automatisé au niveau N1. Alors oui, ça c'est une solution. Mais bon, donc, alors, tu me dis de faire rapide, mais non, c'est pas possible. Vous êtes là encore pour 1 heure, hein, visiblement. Les bons veulent progresser, et c'est tout à fait normal, et tant mieux, parce qu'en plus, ils apprennent à faire du threat hunting. Donc, non, l'enjeu, c'est justement, au niveau 1, de processer le maximum possible pour être indépendant totalement d'un turnover. C'est ça l'enjeu. Et effectivement, certains clients ne le comprennent pas. Puis ils disent, vous auriez dû l'augmenter et le garder. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il a besoin. Alors, je t'interromps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, parce que on va être obligé on va se faire éjecter après. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors attendez, j'arrive. Bonjour, Henri Caudron du Plusif. Dans la table ronde, on a beaucoup parlé de détection d'incidents. Il y a une autre étape qui est très importante, qui est la réponse aux incidents. Comme on l'a dit, les incidents, en général, ils commencent par une action utilisateur qui a mis en péril peut mettre en péril le système d'information. Quand on parle de réponse à l'incident, quand on est dans une structure internationale, vous avez parlé de filiale, comment on assure la rapidité de la réponse quand on est dans une structure décentralisée dans laquelle il va falloir peut-être faire intervenir jusqu'à l'utilisateur final? Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse. Je peux dire comment ça se passe chez nous. Nous, on est dans une structure qui est plutôt centralisée d'un point de vue sécurité. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui est basée en France. Et après, on s'appuie sur des relais locaux qui vont justement être le porte-parole et nous aider sur l'incident local, parce qu'on peut avoir des utilisateurs qui ne parlent pas anglais, par exemple. Et donc, juste faire la traduction, juste aller au bureau, etc. Donc, en fait, c'est un maillage qu'on crée au sein de l'entreprise pour justement avoir des relais au plus proche des utilisateurs qui permettent de faire le point quand on a un incident et qui peuvent être capables de prendre des décisions, aller intervenir et aller communiquer avec ces gens-là. En tout cas, nous, on le travaille de cette manière-là. Ouais, il y a effectivement 2 volets. La même chose que chez Decathlon, nous on a un maillage très profond dans les pays, les sites, etc. On a toujours quelqu'un si ça concerne un end-user, mais souvent la majorité des problèmes sécurité concernent l'IT centrale. Et là en fait, c'est très important d'identifier dans l'équipe IT la cellule qui est chargée de traiter les incidents de sévérité 1, IT, les problèmes d'infra classiques. Et en fait, il faut se maquer avec eux, il faut qu'on se connaisse mutuellement, et que quand nous on a un problème de
de sécurité, on le fasse passer sur un ticket sévérité 1, priorité 1, n'importe comment vous l'appelez, et qu'on travaille ensemble en fait. Et c'est la clé du succès parce qu'on n'est pas capable, nous, organisation sécurité, à recréer ce maillage dans l'IT pour tout réparer rapidement. Donc chez nous, en tout cas, la clé, c'est on se repose sur une organisation de crise existante pour les problèmes IT. Et si c'est un problème sécurité, ben, c'est un sous-ensemble de problèmes IT. Et en faisant ça, ça marche plutôt bien. Une autre question, la dernière question. Oui, en fait, Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro? Oui, la première question, ça concerne en fait la mesure, comment peut-on mesurer en fait le MTTD en fait réel par rapport à pas uniquement juste depuis les 20 jusqu'à l'observation, mais depuis le début vraiment de l'intrusion, de l'attaque jusqu'à la détection. Donc ça, c'est la première question. La deuxième concerne en fait comment on peut éclater les indicateurs qu'on observe, qu'on mesure sur les composants du SOC. Par exemple, viser la contribution de la plateforme des études des produits, la composante produit, dans le MTTD, MTTR, etc., la composante process, la composante people. Est-ce qu'on peut mesurer d'une manière un peu multidimensionnelle ces indicateurs? Et merci. En retour d'expérience, on peut des fois faire, suite à un incident, dire ben voilà, si j'avais pas eu le process, j'aurais pas détecté à temps. Si j'avais pas eu tel outil ou tel log, j'aurais pas détecté ça, etc. Donc c'est souvent ce qu'on fait en retour d'expérience, process, incident, en case. Par exemple, on le fait tous les mois, nous, en Copil, pour dire quel incident on aurait aimé voir mieux détecté ou pas. Alors, il n'y a pas d'indicateur, c'est vraiment de la réflexion avec l'équipe, parce que souvent, le client est très impliqué à ça. C'est est-ce qu'il a répondu dans les temps, est-ce qu'il a agi dans les temps, est-ce que les équipes IT ont bloqué un flux, etc. Donc, c'est où est-ce qu'on aurait pu s'améliorer, d'où le process d'amélioration continue. Après, moi, j'ai pas d'indicateur vraiment réel par rapport à ça. Nous, on a les mêmes indicateurs que Thales a présenté. Il faut l'automatiser. Automatiser l'indicateur, c'est plus compliqué parce que, moi j'ai l'impression que ça ressemble plus à de l'usine à gaz. C'est-à-dire que il faudrait savoir à quel moment exactement est arrivé l'incident, etc. Tout répertorier et puis se faire des statistiques. En fait, c'est ce qu'on fait humainement en comité de pilotage et c'est beaucoup plus efficace, je trouve, que d'avoir... voilà, il ne faut pas trop complexifier. Ça, c'est un risque que je vois quand on discute. Là, je me rends compte quand même qu'on se dit, finalement, vous sortez de la réunion, vous dites, un SOC, c'est compliqué. Mais non, en fait, c'est super simple, un SOC. Ça s'installe en une journée, pas en 6 mois. C'est automatisé, ça pop, ça vous aide à améliorer le niveau de sécurité. Il y a des indicateurs qui sortent, il y a des tableaux de bord. Enfin, c'est pas compliqué. Il ne faut pas complexifier trop les choses. Mais on le fait en copile, concrètement, on le fait en copile. Pour l'amélioration continue. Ouais. Mais c'est simple, ça. Oui, pour apporter un complément de réponse, effectivement, on mesure souvent le MTTD entre l'événement et puis quand est-ce que le ticket a été généré. Mais c'est vrai que dans les faits, c'est très rapide parce que c'est tout automatisé et à part d'avoir un problème sur la chaîne de production de ces tickets, voilà. Par contre, je suis d'accord avec vous, ce qui est beaucoup plus pertinent, c'est quand est-ce que le ticket a réellement été analysé avec le bon niveau de sévérité. Ça, c'est des choses beaucoup plus pertinentes, en particulier quand on a besoin d'une analyse humaine pour avoir quelque chose d'une qualité importante. Il y a quelque chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est que nous, on analyse bien sûr vraiment de façon systématique tous les faux négatifs, c'est-à-dire toutes les choses dont on pense qu'on aurait dû les détecter et qu'on ne les a pas détectées. Mais il y a quelque chose, c'est est-ce qu'on les a détectés suffisamment en amont dans la kill chain, c'est-à-dire voilà, on peut détecter quelque chose, voilà, on est content, on l'a détecté, bah oui, mais sauf qu'on aurait dû le détecter 3 étapes avant, quoi. Et donc ça, l'analyse systématique de tous ces cas-là pour améliorer à la fois la protection, mais aussi la détection, c'est vraiment indispensable, quoi. Merci beaucoup. J'ai juste, vous retrouverez aussi en fait un certain nombre de petites infos dans des anciens numéros de Cyberrun. Donc il y en avait un sur les SOC qui avait été fait et un autre sur la kill chain. Donc je pense que par rapport à ce qu'on vient de dire à l'instant, justement, il y a exactement ces points-là. Donc si vous voulez les récupérer, c'est très simple. Vous allez sur cyberrun.net, vous mettez votre adresse mail, vous allez être abonné et dans le mail dans lequel vous allez avoir le dernier numéro, vous trouverez en bas les liens pour récupérer les anciens numéros. Voilà, merci beaucoup à vous tous, merci pour votre présence.